Bonjour Dominique Bourg. Bonjour. Euh, Vous êtes un philosophe, vous avez enseigné longtemps à l'université de Lausanne et vous travaillez surtout sur les questions d'environnement, de développement durable, d'écologie. Vous êtes un grand spécialiste de ces questions. Alors ma première question, ce serait au fond de nous dire comment vous interprétez, vous vivez, c'était les événements qui nous sont tombés dessus comme ça avec ce virus. Comment vous recevez, vous interprétez cet événement quand même qui a bouleversé presque le monde entier aujourd'hui? Premièrement, c'est un événement extraordinaire, puisque Oui, effectivement, on a eu une économie mondiale pratiquement à l'arrêt, avec une baisse de PIB, je pense, entre 20 et 30% à peu près. Baisse d'émissions de CO2 très petite, en fait. c'est vrai ça, c'est Sur l'année, étonnant. Oui. ça sera à peu près 8%, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et donc, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'on utilise des instruments comme celui qu'on utilise maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont très Ah ouais, énergivores. mais quand même par rapport au transport, au Ben trajet. justement, ça, c'est très, très étonnant. Mais par exemple, si vous voulez, effectivement, le numérique, c'est-à-dire les data centers jusqu'aux différents types de terminaux, smartphones, tablettes, ordinateurs, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au monde, avec une croissance de 10%. Donc là, je pense qu'il y a une certaine croissance. Mais oui, c'est vrai que c'est très, très étonnant parce qu'on a vu à un moment donné le baril descendre enfin, à un prix négatif, c'est-à-dire Oui, que oui, vous preniez un baril chez vous, on vous mm, payait. c'est Ce qui ça. est, ce qui est assez fou et ce qui montre à quel point le marché est complètement déconnecté de la réalité Mm, physique. Pour mm. le coup, là, on en a une belle preuve. Alors, non, c'est vraiment un événement extraordinaire. Alors, on pourrait, je dirais bien, pas du tout en termes de mortalité, bien sûr, mais on pourrait, en termes, si vous voulez, d'impact psychologique, pratiquement penser à la peste noire, parce que c'est quelque chose qui restera vraiment marqué, à moins qu'on les multiplie dans les années à venir, ce qui n'est pas impossible. Mais là, ce que tout le monde pensait impossible, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie et précisément la globalisation économique avait été faite pour qu'on ait une espèce de nécessité des reins, que rien ne puisse entraver, eh bien, une, moins de 2 dizaines de gènes ont fini par bloquer l'économie. Et donc ça, c'est en soi un phénomène extrêmement important, et ça nous montre bien, en quelque sorte, qu'on est entré dans l'anthropocène. C'est-à-dire, et on y entre en fanfare avec le Covid-19, c'est-à-dire on entre dans cette époque où, contrairement à ce que probablement les hommes espèrent, eh bien, leurs économies ne pourront pas se dérouler comme elles l'ont fait jusqu'avant, parce qu'elles vont sans cesse se heurter à différents aspects de la planète. Alors là, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir aussi, ça a à voir. Bien sûr que ça a à voir. Il y a une grande différence entre, par exemple, les aspects plus physiques. Avec le climat, on peut calculer ce qui peut nous arriver. On connaît en gros, pour certains paramètres, la trajectoire du climat dans les décennies qui viennent. En revanche, dès qu'on touche au vivant, là, par exemple, on ne sait pas modéliser un écosystème. Et justement, le vivant, c'est l'ignorance. Et là, on savait très bien qu'on était dans une période où les zoonoses augmentaient. Si vous regardez les maladies Il émergentes, faut dire peut-être deux choses. Vous avez parlé d'anthropocène, les zoonoses, dire juste deux mots pour nous alors deux expliquer de mots. quoi il Donc, s'agit. ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est précisément l'époque dans laquelle nous serions entrés, grosso modo, progressivement depuis les années 50, qui, dans un premier temps, est marquée par une influence massive des activités humaines sur le système. Mhm. Changement climatique, effondrement des populations d'insectes, d'arthropodes, etc., accélération de l'érosion de la biodiversité, pression sur les ressources, etc. Alors ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, justement, le système Terre réagit et effectivement, le fait d'habiter la Terre devient quelque chose de plus en plus difficile. Alors là, on en a, je vais y revenir, on en a une forme d'exemple avec les zoonoses, mais on, on s'attend plutôt à ce qu'on ait un été très chaud. Et par exemple, les modélisateurs du service anglais de la météo nous disent que nous pourrions peut-être même atteindre les 1,5 degrés dès 2024. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'accélération du changement climatique. Et de manière générale, cet ensemble de problèmes, et ne serait-ce qu'avec le climat tout seul, eh bien, nous conduit à ce que des parties entières, des régions entières immenses de la Terre, dans les décennies qui viennent, ne soient plus temporairement dans un premier temps, structurellement dans un autre, habitable. C'est énorme. Et évidemment, c'est sans proportion de ce côté-là avec le Covid. Alors, je reviens au
Covid, je parlais de zoonoses. Alors, ce qu'on appelle les zoonoses, ce sont les maladies qui nous affectent, mais qui ont une origine animale. Oui. Par exemple, dans le cas effectivement du Covid-19, il semblerait que ce soit une jonction entre le virus Covid-2 et un autre qui est donné, originaire de la chauve-souris, qui est donné ce fameux Covid-19. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'origine est animale. L'origine, c'est une espèce de chauve-souris, ça c'est très très clair. Ce qui semble aussi assez ferme, c'est qu'en fait, comme on détruit les écosystèmes, et là, en l'occurrence, en détruisant les écosystèmes, en déforestant, on détruit les habitats de certaines espèces. Donc, ces espèces vont être amenées à se rapprocher des habitats humains. Et en se rapprochant des habitats humains, ça crée une contiguïté animal-être humain. Et cette contiguïté animal-être humain, bien évidemment, elle peut déboucher sur des zoonoses. Alors effectivement, si on regarde dans les maladies émergentes, je vous le disais aujourd'hui, 75% sont des zoonoses. Pensez au HIV, pensez au H1N1, pensez à Ebola, etc. Et donc, on a une augmentation des zoonoses, tout simplement parce qu'en détruisant les écosystèmes, du moins ce qu'il en reste, eh bien, quand vous détruisez la biodiversité, évidemment, du coup, vous détruisez, si vous voulez, des espèces hautes ou des habitats hauts, etc. Vous augmentez la circulation de tous les pathogènes et vous rendez beaucoup plus probable des contaminations animales-hommes Mais avec des attendez, mutations. oui, mais quand même, on n'est pas obligé, comme on le fait en Asie, de manger des pangolins ou je ne sais pas trop quel Peut-être que animal le sauvage. porc On ne fait pangolin, pas ça en Europe. C'est quand même pas, le lien n'est pas direct quand même là. Ben, non, le pangolin, c'est une hypothèse. C'est une Oui, hypothèse c'est une de hypothèse, passage on est par d'accord. une espèce intermédiaire. Hmm. Mais en fait, non, le passage, il peut se faire, par exemple, simplement avec le microbiote. Et donc, on peut avoir des échanges entre les microbiotes des animaux, les microbiotes humains, et sans que vous ayez la nécessaire obligation d'avoir une espèce intermédiaire pour la mutation. En tout cas, ce qui est clair, et on l'a appris à nos dépens il y a très très longtemps, au début, au moment où on invente l'agriculture et l'élevage, eh bien, vous avez d'un coup des maladies nouvelles qui arrivent, la rubéole, la variole, etc. Et effectivement, elles sont la conséquence d'une hyperconcentration humaine et d'une hyperconcentration animale, alors à l'échelle de l'époque. Hmm. Effectivement, avec l'élevage, on a créé des concentrations homme-animal, ce que James Scott appelle la domus, la ferme, si vous voulez. Et ça a donné effectivement un élan extraordinaire aux maladies infectieuses. Et puis aujourd'hui, on connaît un nouvel élan, c'est-à-dire on connaît une nouvelle accélération, de nouvelles émergences de maladies d'origine animale, de zoonoses, parce que l'espèce humaine a une emprise qui s'étend partout. Et puis finalement, on se trouve maintenant à proximité des dernières zones de refuge du sauvage. Et c'est probablement ce qui s'est passé là. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe de manière générale. C'est ce qui fait que les zoonoses augmentent. Et donc, celle-ci n'est jamais qu'une de ces fameuses zoonoses qui émergent depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, après, évidemment, c'est aussi facilité par la mondialisation. Quand vous prenez la fameuse peste noire, eh bien, ça a été des années pour qu'elle vienne de Chine, d'ailleurs à nouveau, jusqu'en Europe. Et l'Europe elle-même, eh bien, elle doit atteindre l'Europe en 1347. Et puis, jusqu'au nord de l'Europe, c'est au début de 1352, 3, 4, par là. Donc, en fait, là, évidemment aussi, on a accéléré terriblement la vitesse de circulation. Oui, mais pour revenir, si on fait un peu d'histoire, dans l'histoire de l'humanité, même récente, les épidémies, c'était très souvent, il y a eu des épisodes incroyables de peste, de choléra. Moi, j'ai l'impression surtout qu'on avait oublié que ça Ah oui, existait. oui, mais On se croyait justement, totalement à l'abri de tout ça, et ça revient en boomerang, comme dans alors, oui, toute c'est ça l'histoire qui de est, l'humanité. justement, c'est ça qui est très intéressant et c'est ça qui est très révélateur de ce qu'on appelle l'anthropocène, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on pensait qu'avec nos techniques, on pouvait lisser les aspérités de la nature. On pensait qu'on pouvait surmonter, par exemple, la finitude des ressources, etc. C'est l'idée des économistes néoclassiques. On détruit du capital naturel et on remplace ce capital naturel par du capital reproductible. Ce qui est dinguerie, ça n'est jamais arrivé. On remplace jamais un compartiment de la nature par des techniques. On remplace une technique par une autre et cette autre technique permet d'exploiter un compartiment de la nature qu'on ne savait pas exploiter avant. La différence entre gaz naturel et gaz de roche-mère, c'est ça. On a une technique nouvelle, la fracturation hydraulique, qui permet d'aller chercher du gaz. Là, on n'était pas capable d'aller le chercher avant, mais on savait qu'il y existait. Donc, OK. Et là, effectivement, bien, on pensait que la nature, ça n'existait pas.
Et c'est vrai que depuis, alors il y a eu la grippe de Hong Kong dans les années 60, Oui, mais la dernière grande pandémie, c'était la grippe espagnole. oui, Et puis la très, très, très grande, je me disais, c'était la peste noire. Il faut remonter dans oui, l'Antiquité pour avoir des pestes équivalentes. La peste justinienne au VIe siècle, c'est à peu oui, de choses près, sans doute la même mortalité que la peste noire. En gros, pratiquement la moitié de l'espèce humaine. Donc ça, on oui, pensait que c'était fini. Et oui, qu'avec nos techniques, on pouvait avoir raison de toute attaque ou de toute, encore une fois, aspérité, alors c'est une grosse aspérité, venant de la nature. Ben non. Et du coup, ce qu'on sait aussi, c'est qu'effectivement, dans les années, les décennies qui viennent, ben, on aura d'autres problèmes sanitaires. L'OMS nous a déjà averti qu'avec le changement climatique, ben, les maladies vectorielles, infectieuses vectorielles, chikungunya, Zika, etc., ben, c'est pareil, remontent, hein, et s'étendent de plus en plus. Des phénomènes du type Ebola, du type Covid, etc., se produiront à nouveau. Alors après, en vertu du hasard des mutations, on peut avoir une petite bestiole pas trop méchante comme le Covid-19. Alors mm, ça, je ne veux pas dire que pour les gens qui l'ont eu, c'est drôle, hein. Je veux oui, simplement dire par là qu'elle a quand même, à 85%, les victimes sont ce qu'on appelle les personnes à risque, alors en fonction mm, de l'âge, en fonction d'infections pulmonaires, de diabète, d'obésité, etc. Et ce n'est pas du tout, par exemple, un virus comme Ebola qui est hyper mortel et qui peut mm, s'attaquer à n'importe qui. mm. Et ça, c'est dû simplement au hasard des mutations. Donc voilà, on est rentré dans cette période où ben, il deviendra plus difficile de produire de l'alimentation, où on aura des aléas climatiques hyper violents, etc. Et nos activités économiques seront de plus en plus entravées, si vous voulez, par nos interactions avec la nature, et Mm. plus exactement par les réponses d'un système qu'on a, disons, altéré et dont les réactions deviennent de plus en plus destructrices. Et en ce sens-là, le Covid, c'est vraiment ce qui marque dans le côté négatif, la deuxième, si vous voulez, étape de l'Anthropocène. Vous disiez, j'ai lu quelque part que vous disiez que c'était pour vous un avertissement, ce qui se passe aujourd'hui. Comment, Oui, alors j'ai même dans dû quel répondre sens? à un Mm. quérulant. Effectivement, avertissement, je ne veux pas dire que Dame Nature nous a envoyé une lettre. Par comprendre ça, je Ou un donne message l'exemple. divin, je ne sais pas. Non, non. Quand on dit avertissement de la nature, c'est comme lorsqu'en hiver, du côté d'Uzès, mais encore que maintenant les hivers sont trop tièdes pour que ça vous arrive, mais imaginez que vous passiez sur une petite plaque de verglas, que vous sentiez la voiture partir, eh bien, je suis sûr que vous allez interpréter ça comme un avertissement et que vous allez faire très attention et que vous allez réduire votre vitesse. Bon, Mm. eh bien, c'est ça l'avertissement de la nature. C'est pas Dame Nature qui nous a envoyé une missive. Non, mais c'est un vrai avertissement, effectivement. Alors, celui-là, on l'entend un peu, mais en fait, les avertissements climatiques, ils ne cessent de s'accélérer, au moins depuis 2018. Et ceux-là, C'est-à-dire, on ne les entend pas. Ils ne sont pas assez ben, on les présents, entend virulents. peu, effectivement, on Ouais. les entend peu. C'est-à-dire que, et là, encore une fois, on peut recourir à une autre image. Ben, l'humanité, c'est un peu comme Pharaon et les plaies d'Égypte, hein. On lui envoie les unes après les autres. Mm. Ça l'enfonce dans sa détermination absurde. Alors, quand on voit les Trump, les Modi, les Xi Jinping, les Erdogan et le Macron, pas, sur ce plan-là, c'est pas infiniment différent. L'environnement, c'est pas leur problème. Franchement, ils ont d'autres soucis, hein. Et quand, au contraire, ils ne voient pas dans l'environnement ce qui peut structurer négativement leur politique. Dans le cas de Trump, c'est très clair. Mm. Donc, oui, on a plutôt à la tête de nos pays des pharaons aujourd'hui, mais une partie de la population est assez pharaonesque, il faut bien le dire. Ouais. Nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire que là, on a vu quand même qu'il y avait on a eu des changements quand même drastiques de comportement, l'économie s'est arrêtée. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose qu'on n'imaginait même pas possible. Ah oui, alors ça, c'est ce dont on est parti. Ouais, Oui, on ouais, n'imaginait absolument pas ça possible. ouais, Et ouais. là aussi, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le propos d'un représentant du patronat suisse, qui a défrayé la chronique, qui a tourné dans tous les réseaux sociaux, en disant mais c'est horrible ce qui nous arrive, c'est mensonger et trompeur, en voyant le ciel bleu, en entendant à nouveau les oiseaux, en ayant un rythme de vie plus serein. Mais les gens vont peut-être comprendre qu'il faudrait qu'ils consomment moins, ce serait une catastrophe. Ah ouais. Eh bien, évidemment, mon interprétation est rigoureusement opposée. On aimerait bien que la crise du Covid, en montrant quelles sont les choses essentielles, alors, on a bien vu que ce qui était essentiel, c'était à la fois le lien et se nourrir. Mhm. Et donc, c'est tous les métiers du lien qui ont été mis en avant,
les caissières, alors évidemment les soignants, les enseignants qui ont quand même fait ce qu'ils pouvaient avec les instruments numériques, c'est les chauffeurs, c'est les éboueurs, c'est dans une certaine mesure, alors, on aurait parfois aimé que ça se soit de façon plus policée, mais ce sont les policiers, etc. Évidemment, ces métiers-là sont parus fondamentaux. Et puis alors, on ne le dit pas assez, mais en fait, la culture est apparue comme quelque chose de fondamental aussi. Qu'est-ce qu'ont fait les gens pendant le confinement? Alors, bon, disons, les mieux inspirés se sont adonnés à des lectures intenses qu'ils avaient oubliées depuis un certain temps. Disons, beaucoup ont regardé aussi de très bons films, probablement, j'imagine aussi de beaucoup moins bons, mais enfin, quand même, on voit bien qu'aussi la culture est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, en fait, pendant cette période, on n'a pas acheté de babiole, mais on a vécu. Et donc, cette période nous a bien remis en quelque sorte, si vous voulez, bien, les vraies hiérarchies en lumière, en évidence. Ce qui permet à la vie d'être vécue, ce sont en général que des tâches qui sont mal rémunérées. Et tout ce qui est fortement rémunéré dans notre société, c'est tout ce qui est destructeur du système Terre. Ça, c'est étonnant quand même. C'est pour ça que le retour à la normale, comme on dit aujourd'hui, même si on y fonce là en ce moment, n'est pas très souhaitable sur le fond. Ouais. Justement, on parle beaucoup du jour d'après. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment faire des changements assez drastiques à la suite de cet événement? Est-ce que c'est possible? Non, drastique, malheureusement, je ne nourris pas cet espoir. J'aimerais bien pouvoir le faire. En revanche, il faut être prudent parce qu'on voit bien que ce n'est pas exact ce qui se passe, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé après la crise financière de 2008-2009, où là, on est reparti à fond et où effectivement, toutes les turpitudes antérieures ont été reproduites. Là, c'est plus compliqué. Alors, le gouvernement suisse, évidemment, renfloue sa compagnie aérienne sans aucune conditionnalité écologique. C'est une intelligence absolue. Le gouvernement français, comme d'habitude, est dans une hypocrisie totale. Le Parlement a dit non et le gouvernement dit oui, mais au bout du compte, on ne sait pas du tout ce qu'il en sera. Ça, c'est vraiment la française. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui dit une chose et qui en fait une autre. Bon, mais quand même, on voit bien que ce n'est pas possible de dire en tout point on va faire comme avant. Et on voit bien que du côté des Français, et c'était intéressant la différence entre Suisse et France parce que c'était beaucoup plus vif du côté français. Il y a eu vraiment une espèce d'efflorescence, d'imagination, où on s'est mis à repenser un monde différent, etc. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire, et j'aimerais bien qu'il en reste un peu quelque chose. Donc, et je pense qu'il en restera un peu quelque chose parce que la France, alors la Suisse, je pense que c'est un peu moins vrai, mais c'est quand même, on ne doit pas être très loin non plus dans l'ordre de grandeur. Mais en France, il y a plusieurs sondages qui nous ont bien montré, avant la crise du Covid, que pour en gros 55% des Français, la sobriété matérielle était un horizon pour certains souhaitable et pour d'autres inévitable. Et ça, c'est un basculement culturel. C'est quand même énorme. Et donc, évidemment, le Covid là-dessus, c'est pas la même chose que ce qu'on a connu après la crise financière. On était très, très loin de tout ça, où la question du climat était marginale. Là, vous avez vu un sondage du Monde en pleine crise du Covid a montré que le troisième, alors quand même assez loin derrière, mais le troisième sujet d'importance pour les Français, c'est le climat. Après évidemment le Covid et après le système de santé national. Donc on voit bien que, et puis les Français l'ont vu d'ailleurs, on a connu un mois d'avril qui est, je ne sais plus si c'est le plus chaud ou le deuxième en termes de record de chaleur, mais on est bien dans ce qui se passe depuis 2018, on n'a plus d'hiver, on a en fait 2 saisons, on a un hiver tiède, un été en permanence chaud avec des accès de fièvre énormes et inquiétants. Alors, beaucoup de gens font le lien entre ce phénomène et les phénomènes climatiques en accentuant ce côté catastrophisme. C'est-à-dire, on est devant des grandes catastrophes, c'est la fin, vous savez, il y a toutes sortes de théories sur la fin du monde, mais est-ce que vous êtes un peu dans cette idée-là de tous ces gens qui vont nous expliquer que voilà, tout est fichu? Vous pensez que c'est très grave en même temps? Est-ce qu'on a de l'espoir quand même? Est-ce que vous pouvez donner quelques lignes d'espoir, d'espérance? Parce qu'on est quand même dans une période très négative, très pessimiste. Non, l'espoir, on va y arriver. Mais avant
avant de parler d'espoir, je dirais même presque d'espérance d'ailleurs, eh bien, il faut quand même regarder la réalité en face. Alors, moi, je n'ai jamais employé l'expression d'effondrement au singulier. Mhm. J'ai toujours ajouté un S. Et là, effectivement, on vient de le voir, on a traversé une forme d'effondrement au pluriel. On a des secteurs entiers qui se sont arrêtés, qui se sont effondrés. Certains vont se relever, d'autres ne se releveront peut-être pas totalement. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'économie va mettre des mois et des mois et des mois à se relever. Et pour beaucoup de gens comment dire, qui avaient des petits boulots, etc., l'époque qu'on traverse, c'est un drame total, même pour certains étudiants, par exemple. Il faut quand même bien avoir ça en tête. C'est pas drôle. En termes de souffrance humaine, on a quand même quelque chose qu'il faut bien regarder en face. Maintenant, donc oui, on est dans une dynamique de choc, et ces chocs peuvent faire que des secteurs, qu'une région, etc., puissent à un moment donné s'effondrer. Et on aura, si on ne fait rien, si on reste sur notre traîne, ben, dans la seconde moitié du siècle, oui, on aura des régions entières immenses qui deviendront inhabitables. Dans le genre effondrement, on ne peut pas trouver mieux. Donc, dire que ça n'a pas de sens de parler d'effondrement, c'est une ânerie. C'est quelque chose qui est objectivement idiot. Encore récemment, là, vous avez un papier des PNAS qui vous montre les zones qui pourraient être transformées en désert. Il y a un autre papier dans Nature. Enfin, voilà. Vous ne pouvez pas lire aujourd'hui la littérature scientifique sans que vous ayez des informations sérieuses sur la gravité extrême de la période dans laquelle on entre, et je dis bien dans laquelle on entre. C'est pas comme le Covid. Le Covid, j'imagine que le jour où on aura un vaccin, et alors, ça va être compliqué parce qu'il faudra vacciner la terre entière. Et puis en plus, on a affaire à un virus instable comme les virus de la grippe. Et donc, il faudra revacciner probablement tous les ans. Mais bon, on aura une forme de parade quand même. Et là, pour les autres problèmes écologiques, vous n'aurez jamais de parade. La seule parade, ça serait changer nos modes de vie. On n'y est encore pas totalement disposé, même si on vient de le voir, les choses rentrent dans l'esprit. Alors, ça, oui, et on a 10 ans, en fait, c'est ce que nous dit le GIEC, si vous voulez. Il faut que vous compreniez bien que le climat qu'on aura en 2040, on l'a déjà décidé. Et c'est plus de degrés par rapport au 19e siècle, ce qui est énorme. On va sortir, si vous voulez, carrément de la variation naturelle de la température du Quaternaire. Ça fait quand même 2 600 000 ans. C'est quand même énorme. C'est pas la peine d'être très très malin pour bien comprendre que là, on a un gros truc. Bon. Mais maintenant, en revanche, soit on l'affronte avec le même système, c'est-à-dire soit on se trumpise tous, et là, au bout du compte, à peu près, c'est soleil vert. Là, vous avez une dictature. Et puis, soit on change vraiment, et on réagit démocratiquement, on resserre nos inégalités, puisque ce sont les plus riches qui détruisent, de façon très claire. Et donc, on rentre dans une civilisation nouvelle. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de régime politique, il s'agirait d'un changement de civilisation. Notre civilisation, elle s'est donnée pour objectif, et à une époque c'était très juste, elle s'est donnée pour objectif de s'arracher à la vallée des larmes. Ça vous dira quelque chose, hein, vous qui connaissez les textes bibliques. Bah, et s'arracher à la vallée des larmes, ça voulait dire, à part pour les modernes, ça a voulu dire s'enrichir matériellement. Et donc, on s'enrichissait matériellement, et puis à partir de là, c'était l'objectif que tout le monde acceptait. Deuxième objectif que tout le monde acceptait, c'était redistribuer la richesse. Mais on pouvait s'écharper sur les modalités de s'enrichir. Est-ce qu'il fallait libérer les entreprises ou rationaliser la production? Et puis on pouvait s'écharper sur le critère de redistribution de la richesse. Est-ce que c'était une égalité arithmétique ou est-ce que c'était une égalité géométrique proportionnée au mérite présumé des uns et des autres? OK. Bon, ça, on doit changer. Il ne faut plus qu'on continue à s'enrichir matériellement. C'est notre richesse qui nous tue désormais. Donc, il faut qu'on sache revenir à un optimum de richesse matérielle. Ça ne va pas être simple. Hein. Revenir à un optimum de richesse matérielle et, en fait, pour avoir comme objectif de régénérer la nature, régénérer les écosystèmes, régénérer les sols, refaire partir le vivant, etc. Ça doit être notre nouvel objectif. Et là, comme c'est la richesse qui détruit, et alors, dans une moindre mesure, la démographie humaine, il faut qu'on resserre les deux. Il faut qu'on resserre les deux et ça doit être nos nouveaux objectifs de civilisation. Et là, on pourra avoir une civilisation dont on va voir que forcément, elle sera spirituellement différente parce que
si vous voulez, cette idée moderne qu'il fallait qu'on s'enrichisse, ben, elle s'est imposée à l'issue des guerres de religion parce que si vous voulez, les finalités transcendantes que les sociétés se proposaient ont volé en éclats, puisque catholiques, protestants, protestants entre eux, catholiques, protestants, athées, ne s'entendaient pas sur les voies du salut. Eh bien, on a envoyé bouler tout ça. Il n'y a qu'une seule finalité qui reste, c'est une finalité en creux, c'est l'accumulation de moyens. Et ça va donner lieu à une façon de comprendre la réalisation de sa propre humanité, qui est le consumérisme. Se réaliser, c'était consommer. C'était posséder une belle famille, un patrimoine, les derniers objets à la mode, voiture autrefois, iPhone 20 aujourd'hui, que sais-je. Bon, ce genre d'ânerie. Et ça a marché très bien, et ça continue à marcher dans certains pays tiers, parce qu'ils commencent à vivre et à entrer là-dedans. Ça, c'est une spiritualité. C'était notre spiritualité. Et cette spiritualité du consumérisme, bah, elle faisait qu'effectivement, on avait comme ontologie la consommation du monde. C'est l'économie néoclassique. Elle nous dit, le capital naturel, on doit le détruire. Le monde, c'est un stock de ressources qu'on doit consommer, et pour pouvoir le consommer, il faut le consommer. Ben voilà, c'est en ce sens-là que notre défi matériel est ipso facto un défi spirituel. Ouais. Comment vous faites le lien? Comment vous expliquez ça? Le lien, il est très clair. Si Ouais. vous voulez consommer, et pour qu'une civilisation se donne comme objet, comme finalité la consommation, il faut qu'elle imagine que la nature n'est qu'un stock de ressources. Et que ces ressources appartiennent aux hommes, et que la finalité de l'humanité, c'est d'exploiter ces ressources. Notre ontologie à nous, c'est consommer le monde. Et si on veut le consommer, ben, il faut tirer le moteur. Il faut qu'il y ait de la consommation. Et donc, on doit consommer. Pour qu'on puisse consommer, il faut consommer. Et c'est parce qu'on s'était dit qu'il fallait absolument consommer qu'on s'est mis à consommer comme des fous. Donc, ça, c'est les deux pans de la spiritualité moderne. Vous voyez bien que le côté matériel et le côté spirituel ne s'opposent pas. C'est le recto verso la même feuille de papier. Et si on veut changer, si on veut effectivement ne pas se précipiter vers des effondrements successifs, eh bien, il faut qu'on sache renoncer à cet idéal consumériste et qu'on finisse par concevoir autrement et qu'on se forge une nouvelle idée de ce qu'est être humain sur Terre.